Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour, cette semaine, c'est un autre épisode historique sur des grandes personnalités de l'histoire de France. Leur point commun ? Être noir et, par conséquent, invisibilisé et ou victime de propos racistes. Deux choses m'ont donné l'idée de cet épisode. Premièrement, le livre « Les Puissantes » de Diaryatou Kébé et Marjorie Bourgoin, qui dresse le portrait de 26 femmes noires francophones qui ont fait, font ou feront l'histoire. J'ai découvert dans ce livre des parcours extraordinaires de femmes françaises dont je n'avais jamais entendu parler. L'une d'elles a même reçu un Oscar l'année dernière pour l'ensemble de sa carrière en tant que réalisatrice de films et de documentaires. Certes, je ne m'intéresse pas plus que ça au cinéma, mais j'ai fait des études supérieures, je me considère plus éduquée que la moyenne des Français, et pourtant je n'avais jamais entendu son nom. Un grand nombre de femmes, et encore plus de femmes noires, sont absentes de la culture mainstream et des programmes scolaires. Ça a dû changer depuis que j'ai terminé mes études. J'imagine que certains profs proposent des choses plus diverses, mais je pense que c'est encore assez minoritaire. Le deuxième élément déclencheur de cet épisode a été le fait que nous sommes en février et qu'aux États-Unis et au Canada, c'est le mois de l'histoire des Noirs. En France, ça n'existe pas. Nous avons seulement le 10 mai, qui est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition depuis 2006. La France est d'ailleurs le premier État à avoir qualifié la traite négrière et l'esclavage de crimes contre l'humanité. Mais on voit bien que le focus est différent. Célébrer l'histoire des Noirs, avec ses traumatismes, mais aussi la célébration des accomplissements des membres de la communauté noire, est bien différent d'une célébration de l'abolition de l'esclavage, où, au final, on réduit les Noirs à leur qualité de victimes d'un trafic d'êtres humains et d'esclaves, tandis qu'on célèbre les sauveurs blancs et quelques héros noirs qui ont mis un terme à cette pratique. Une manière discrète d'encore invisibiliser la communauté sous une apparence de progressisme. Très fort. Mais avec les réseaux sociaux, certains influenceurs et activistes profitent de cette célébration pour diffuser plus de contenu sur l'histoire des Noirs de France aussi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous présenter 4 grandes figures de l'histoire de France. D'habitude, on dit « honneur aux dames », c'est-à-dire que les règles de la galanterie veulent qu'on commence par présenter les femmes. Comme ça, on peut les oublier plus vite et terminer par une ovation des hommes présentés en dernier ? Peut-être. Mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Comme c'est le seul homme de ma sélection et que tu le connais, je vais commencer par lui, par Alexandre Dumas père, l'auteur des 3 Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo. Peut-être savais-tu qu'Alexandre Dumas avait des ancêtres noirs, mais moi, qui suis né et ai grandi en France, je l'ignorais jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. C'était l'année 2020, je pense, quand j'ai passé du temps chez mes parents pendant le premier confinement dû au Covid. Je me souviens encore de ce jour où j'ai vu un reportage sur Dumas lors du journal télé et de ma surprise en entendant le mot mulâtre, la mention de ses cheveux crépus et de sa grand-mère noire esclave aux Antilles françaises. Ça me paraissait tellement improbable que je me suis ruée sur Wikipédia pour vérifier cette info et en lire plus à son sujet. Pourquoi ça me paraissait si improbable ? Parce que nous sommes tellement habitués à associer grand homme, personne célèbre, médecin,
et autres professions prestigieuses à des hommes blancs que je ne m'étais jamais posé la question de savoir quel pouvait être le background des auteurs français classiques. J'ai jamais étudié Dumas à l'école, c'était pas au programme. Donc pour moi, Zola, Balzac, Flaubert, Dumas, je les mettais tous dans le même sac, sans me poser de questions. Le fait qu'un acteur qui correspond à l'archétype du français moyen, Gérard Depardieu, ait été choisi en 2010 pour incarner Alexandre Dumas, renforce aussi cette invisibilisation. Et c'est ça qui montre bien l'importance de la représentation et de montrer clairement la diversité pour ouvrir notre imaginaire à tous les possibles. Donc, concernant Dumas père, car son fils a aussi été écrivain, c'est son père qui était mulâtre, c'est-à-dire un enfant né d'un parent blanc, le grand-père d'Alexandre Dumas, et d'un parent noir, sa grand-mère. La mère d'Alexandre Dumas étant blanche, il était classé, selon les catégories raciales de l'époque, comme quarteron, c'est-à-dire une personne ayant un quart de sang noir, un grand-parent sur 4 qui était noir. De sa grand-mère, il a hérité de cheveux crépus et de quelques traits de visage présents dans la population noire antillaise. Cela a suffi à attirer sur lui des commentaires racistes de ses contemporains et contemporaines, peut-être jaloux ou jalouses de son succès. Je mets dans les notes de l'épisode le lien vers un article du journal Libération qui reproduit quelques citations de l'époque. Comparé à un sauvage, à un animal, exoticisé, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais je veux dire qu'on le présente comme quelqu'un d'exotique, et renvoyé sans cesse aux mots en haine qu'on évite d'employer aujourd'hui, on retrouve dans les critiques de Dumas l'essence des commentaires du racisme ordinaire qui perdure encore au XXIe siècle. Pour en revenir au film, le fait qu'un acteur blanc incarne Dumas n'est en tant que tel pas un problème. Enfin, ça ne le serait pas si ça ne faisait pas scandale quand c'est dans l'autre sens, quand un acteur métis incarne un personnage blanc ou quand un acteur noir, par exemple Omar Sy, est associé au nom d'un personnage blanc, Arsène Lupin. Mais bref, l'objet de ce film était de remettre en question, en quelque sorte, la paternité des œuvres signées Alexandre Dumas. En effet, on sait maintenant que Dumas employait un autre écrivain, Auguste Maquet, pour l'aider à écrire ses romans. Des chercheurs et chercheuses ont étudié l'œuvre de Dumas pour nous aider à comprendre leurs contributions respectives aux textes publiés, mais ce n'est pas l'objet de mon podcast. Le rôle de Maquet, c'est ce qu'on appelle un ghostwriter en anglais. Ce qui est amusant, en quelque sorte, en français, c'est que le nom donné à cet écrivain de l'ombre vient justement de l'époque de Dumas et du fait qu'il est descendant d'esclaves. Ce mot est en train de disparaître parce qu'on s'est rendu compte de son caractère raciste. Mais jusqu'à très récemment, on appelait en français un ghostwriter un nègre littéraire. Dans l'article de Libé, on peut lire cette citation d'Eugène de Mirecourt qui critique le manque de modestie de Dumas et relève l'ironie du fait qu'un mulâtre emploie un blanc, Maquet, à son service. Dumas court après les honneurs. Il embauche des transfuges de l'intelligence, des traducteurs à gages qui se ravalent à la condition de nègres travailleurs sous le fouet d'un mulâtre. Le mot en haine, aujourd'hui, on ne l'utilise plus, mais à l'époque, c'était quelque chose de courant, et là, je cite la citation telle qu'elle est apparue dans la fabrique de romans Maison Alexandre Dumas et compagnie, un pamphlet paru à Paris en 1845. C'est ainsi que le mot en haine a commencé à désigner les écrivains au service d'auteurs plus reconnus dont le nom était sur la couverture des livres. Aujourd'hui, la recommandation officielle est d'utiliser le mot prête-plume, quelqu'un qui prête sa plume, ou dans le monde moderne son stylo ou son clavier d'ordinateur, à quelqu'un d'autre qui emprunte ce travail pour produire un texte et en tirer tout le crédit. Je trouve que c'est bien de montrer les coulisses de ce qui se passe vraiment dans le monde de l'écriture, et c'est ce que fait le film, mais je ne peux m'empêcher de me demander à quel point le fait que Dumas avait des ancêtres noirs a joué, consciemment ou non, dans le choix d'exposer cet auteur plutôt qu'un autre.
Le film est une adaptation d'un livre que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas à quel point le film lui est fidèle. Mais en tout cas, le film diminue le talent et critique la personnalité de Dumas. Est-ce que c'est parce qu'on veut en remettre une couche dans nos esprits sur le fait qu'une personne noire ne mérite pas autant de succès par elle-même ? Je ne sais pas. Et même s'il avait effectivement un comportement détestable, ce qui est possible, ça n'a pas l'air d'être gênant quand on parle d'un auteur, d'un acteur ou d'un cinéaste blanc. N'est-ce pas Gérard Depardieu, pour n'en citer qu'un ? Depardieu, si tu ne le sais pas, est accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles ou harcèlement. Voilà, c'est terminé sur notre premier personnage, Alexandre Dumas, père, l'auteur des Trois Mousquetaires. Mon deuxième personnage est une femme, et tous les autres seront des femmes aussi, et c'est Eusanne Palcy. Puisque j'ai parlé d'un film, on va rester dans l'univers du cinéma pour cette prochaine personnalité qui a paradoxalement obtenu plus de reconnaissance aux États-Unis qu'en France. Bon, c'est arrivé dans l'autre sens aussi à une autre femme noire. Joséphine Baker a connu plus de gloire en France qu'aux États-Unis, son pays d'origine. Comme dit l'expression, « nul n'est prophète en son pays ». Ça vient de la Bible et ça veut dire que comme Jésus, qui a été moqué en revenant dans sa ville natale de Nazareth, le talent d'une personne au comportement atypique est plus souvent reconnu à l'étranger que chez elle. Donc il s'agit de la réalisatrice dont j'ai parlé dans l'introduction, Eusanne Palcy, dont je n'avais pas entendu le nom avant, et dont les œuvres les plus connues sont probablement les films Une saison blanche et sèche, A Dry White Season de 1989, et Rue Cazenègre, Sugarcane Alley, en 1983, qui était son premier film. Un premier film justement qu'elle a eu du mal à monter parce que personne ne voulait faire confiance à une jeune réalisatrice noire de 25 ans. Femme, noire et jeune, oui, ça fait beaucoup d'obstacles. Mais à force de détermination, elle a finalement pu le faire et ce film a eu du succès en France et aux États-Unis notamment. Après ce film, Rue Cazenègre, Sugarcane Alley, elle a eu l'opportunité de partir à Hollywood. Ce serait faux de dire qu'elle n'a pas été reconnue en France. En effet, son premier film a été récompensé par un César, l'équivalent des Oscars pour le cinéma français, et un Lion d'argent au Festival de Venise. Mais ensuite, comme c'est aux États-Unis qu'elle a eu les meilleurs projets et qu'elle a fait l'essentiel de sa carrière, elle a plus ou moins été oubliée en France. Des rétrospectives lui ont été consacrées au MoMA à New York, à Londres et dans d'autres pays. En 2022, elle a reçu un Oscar pour sa contribution au cinéma, mais en France, c'est seulement en 2023 que son nom est revenu sur le devant de la scène avec une rétrospective, la première en France, organisée par le Centre Pompidou à Paris. Tout au long de sa vie, elle s'est engagée et s'engage encore pour la visibilisation des personnes noires et la reconnaissance de leur contribution à l'histoire de la France. Pour le numéro 3, d'Eusanne Palcy à mes prochaines héroïnes, il n'y a qu'un pas. La transition est facile et passe par Aimé Césaire. Présenté comme l'un des fondateurs du concept de négritude, il a inspiré le travail d'Eusanne Palcy, selon des déclarations qu'elle a faites en interview. Mais savais-tu que le concept de négritude doit beaucoup à un groupe de 7 femmes antillaises ? Parmi ces 7 sœurs, 2 en particulier, Paulette et Jeanne, ont été particulièrement actives dans l'émergence d'une conscience noire en France à l'époque d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor et de Léon Gontran Damas, 3 hommes dont l'histoire a retenu les noms, tandis que celui des sœurs Nardal n'a pas été mis en avant. Les sœurs Nardal sont 7 femmes de lettres, artistes et intellectuelles originaires de la Martinique, qui ont joué un rôle important dans le mouvement de la négritude et dans les luttes antiracistes et féministes dans les années 1920 à Paris. Parmi elles, Paulette et Jeanne Nardal sont les plus connues. Descendantes d'esclaves, leur arrière-grand-mère est née esclave, elles sont issues de la nouvelle bourgeoisie antillaise qui a émergé au XIXe et XXe siècle. Leur père avait déjà brisé quelques barrières.
il a été le premier noir à décrocher une bourse pour l'École des Arts et Métiers à Paris, puis le premier ingénieur noir en travaux publics. Il a ensuite été professeur et a même été décoré de la Légion d'honneur, une haute distinction de la République française. Sur les traces de leur père et de leur mère enseignante, les filles ont toutes fait de longues études, notamment en France métropolitaine. C'est le cas de Paulette, qui a quitté la Martinique à l'âge de 24 ans pour poursuivre des études de lettres et d'anglais à Paris. Sa sœur Jeanne a étudié la littérature, elle aussi, à la Sorbonne. Elles étaient alors les premières femmes noires à fréquenter cette université. C'est au contact d'Américaines telles que les autrices qu'elles lisent, la cantatrice Marianne Anderson et Joséphine Baker, dont elles assistent au spectacle parisien appelé Revue, qu'elles trouvent des repères culturels qui sont absents de la société parisienne et de France métropolitaine à l'époque. Depuis leur appartement, Paulette, Jeanne et une autre de leurs sœurs se mettent à animer un salon littéraire qui se veut un lieu de rassemblement pour des écrivains et artistes antillais, afro-américains et africains. Césaire, Cédar Senghor et Dama l'ont fréquenté. On trouve Jeanne parmi les rares femmes fondatrices de la Dépêche africaine, le journal bimensuel officiel du Comité de défense de la race noire. Et en 1931, Paulette est la cofondatrice de la Revue du Monde Noir, une publication bilingue en français et en anglais qui diffuse les idées discutées dans les salons qu'elle organise. Faute de financement, il n'y aura que 6 numéros de cette revue, mais c'est un pas de plus vers la naissance d'un mouvement qui sera reconnu dans les mondes littéraires et politiques. En plus des idées qui ont donné naissance au concept de négritude, elles sont aussi engagées dans le mouvement féministe. D'après les informations trouvées lors de mes recherches, même si le mot négritude n'existait pas encore, Césaire est le premier à l'avoir employé publiquement, Paulette et Jeanne sont considérées comme celles qui ont posé les bases théoriques et philosophiques du concept. Elles se sont ensuite engagées en politique, mais ont dû renoncer en raison de menaces contre elles et leurs familles. À part un hommage isolé sur l'île de la Martinique en 1980, dans la ville dont Aimé Césaire était le maire, ce n'est qu'à partir de 2017-2018 qu'on peut trouver en France métropolitaine et en Martinique des hommages formels à la mémoire des deux femmes, par exemple des rues ou un stade à leur nom. L'héritage qu'elles ont laissé est désormais reconnu. Pour clore cet épisode, on reste dans la France d'outre-mer côté Pacifique. De nos jours, de jeunes femmes aux racines d'Afrique de l'Ouest sont au premier plan de la lutte contre le racisme et du féminisme intersectionnel. Mais parmi les générations précédentes, c'était moins le cas, ou alors elles sont encore et toujours invisibilisées et moins connues. La dernière femme dont je voudrais parler est une figure politique de premier plan en France depuis de nombreuses années, héritière des femmes et des hommes que je viens de présenter. Il s'agit de Christiane Taubira. Née en 1952 à Cayenne en Guyane française, elle est à l'origine de la loi de la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, promulguée en 2001, surnommée la loi Taubira. Elle est surtout connue pour avoir été garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice, de 2012 à 2016 dans les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, sous la présidence de François Hollande. À ce titre, elle a défendu au Parlement le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe, qui a été adopté en 2013, dite loi du mariage pour tous. Elle a été la principale porte-parole du gouvernement et la défenseure du projet de loi face aux oppositions et aux critiques. Elle a prononcé un discours remarqué en ouverture du débat parlementaire le 29 janvier 2013, dans lequel elle a rappelé l'histoire du mariage civil, les enjeux d'égalité et de liberté, et les arguments juridiques en faveur du texte. Elle a participé activement aux discussions et au vote des amendements, en répondant aux questions et aux objections des députés, en particulier des partis de droite de l'UMP et de l'UDI, qui ont tenté de retarder ou de modifier le projet de loi. Elle a fait preuve de pédagogie et de conviction
en utilisant des références historiques, littéraires, philosophiques et en faisant appel à son expérience personnelle. Elle a affronté des attaques personnelles, des injures, des menaces et des manifestations hostiles au projet de loi qui ont parfois dégénéré en violence et en actes homophobes. Voici un exemple d'attaque personnelle et raciste qui rappelle les propos publiés contre Alexandre Dumas. En 2013 et 2014, le journal d'extrême droite Minute et une candidate du Parti du Rassemblement national ont tous les deux été condamnés par la justice pour avoir comparé la ministre de la Justice à un singe. Elle a démissionné de son poste de ministre de la Justice en janvier 2016 en désaccord avec un projet qui voulait établir la déchéance, donc la perte, de la nationalité française pour les personnes condamnées pour terrorisme. Christiane Taubira a joué un rôle essentiel dans les débats de la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, en étant à la fois la voix et le visage du texte et en incarnant les valeurs de la République. Elle a marqué l'histoire du Parlement et de la société française par son engagement et son éloquence. Voilà, j'espère que ces 2 épisodes sur des personnalités de l'histoire de France t'ont plu. Ça me demande du temps pour faire les recherches nécessaires et ensuite organiser tout ça en un exposé cohérent. Alors si tu as aimé, tu peux m'envoyer un message et je te serai reconnaissante si tu peux laisser un commentaire, une note sur ton appli de podcast ou encore partager mon podcast autour de toi. Si jamais j'ai fait des erreurs, tu peux m'envoyer un mail pour me le signaler, je ne suis pas infaillible, donc j'apprécie tous les feedbacks. Et si tu veux perfectionner ton français avec quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi, contacte-moi pour trouver la meilleure formule pour t'aider à passer au niveau supérieur. À très bientôt, ciao ciao. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.